Bonjour à tous. Je suis Véronique Deluchat. Je suis enseignant-chercheur au laboratoire Pérenne à l'Université de Limoges. Je vais vous présenter les travaux que l'on mène depuis quelques années avec mes collègues Marion Rabier et Malgorzata Gribos sur les apports en phosphore dans les retenues. Et nous nous intéressons plus particulièrement au phosphore sédimentaire et à sa mobilité. Donc, les travaux que je vais vous présenter concernent les travaux des thèses d'Anne Rapin et de Dieppe Nguyen, qui sont deux doctorantes qui ont été financées dans le cadre de la chaire d'excellence Grande retenue et qualité des eaux qui a été mise en place en 2012 avec le soutien d'EDF via la fondation de l'Université de Limoges, mais également avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous donnerai également quelques éléments relatifs au projet POMOCED sur lequel on travaille avec Claire Lix, avec le soutien de l'OFB. Donc pour commencer, par rapport aux apports en phosphore dans les retenues, on peut avoir différentes sources, des sources primaires qui correspondent aux teneurs naturelles en phosphore dans les roches et dans les sols, mais également, donc, comme ça a été souligné par Jean-François, des apports liés aux activités anthropiques, telles que les activités agricoles, l'assainissement, les activités industrielles ou récréatives, donc, comme l'a souligné Jean-François, par exemple, avec l'amorçage. Alors je vais vous emmener beaucoup moins loin. Moi, je vais rester beaucoup plus local, là, simplement déjà avec ces données au niveau européen, là, depuis 30 ans, sur l'évolution des teneurs en phosphore dans les rivières en bleu et en bleu clair dans les lacs. On voit que depuis entre les années 90 et 2010, là, pendant une vingtaine d'années, on a quand même eu une chute assez notable des concentrations en phosphore dans les rivières, liées, comme ça a été dit effectivement, à des modifications de pratiques agricoles, à une meilleure efficacité dans l'élimination du phosphore dans les stations de traitement d'eau usée, lié aussi à l'interdiction des phosphates dans les détergents, comme ça a été dit aussi. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que les teneurs sont plus élevées en phosphore dans les rivières par rapport aux lacs, mais ce qu'on note aussi, c'est que la diminution de la concentration en phosphore dans les lacs a été beaucoup moins importante que ce que l'on observe dans les rivières. Donc, on va en discuter un petit peu plus loin. Quand on veut faire un bilan sur les apports en nutriments et en phosphore dans les retenues, on distingue en général les apports exogènes via le bassin versant, avec des apports ponctuels qui vont être plus faciles à quantifier, à estimer. Par exemple, au sortir d'une station d'épuration, on peut facilement mesurer le débit, la concentration et déterminer les flux. Par contre, ça va être beaucoup plus difficile au niveau des apports industriels et en particulier au niveau des apports par ruissellement, par exemple sur les sols agricoles, qui peuvent donc, comme l'a indiqué Jean-François, dans certains contextes, représenter des apports importants. Donc, j'ai cité d'autres types d'apports aujourd'hui qui n'avaient pas forcément été toujours pris en compte, comme les zones humides ou l'assainissement non collectif. On peut avoir aussi donc des apports directs au sein du milieu, avec des apports endogènes liés à la biomasse. Donc ça, Jean-François en a parlé aussi, la biomasse présente dans les plans d'eau. Et donc nous, on va se focaliser, là, on va détailler dans cette présentation plus particulièrement ce qui concerne les charges internes en phosphore dans les sédiments. Mais on peut avoir aussi des apports directs liés aux animaux qui ont leur habitat sur le plan d'eau ou des activités particulières comme l'amorçage dans le cadre de la pêche, comme Jean-François en a parlé. Alors, une retenue de barrage induit des perturbations au niveau des continuités, que ce soit écologiques mais aussi sédimentaires, car le ralentissement de la vitesse du courant va engendrer donc une diminution des turbulences qui va donc faciliter la sédimentation des matières particulières. Donc certes améliorer la turbidité, mais cette sédimentation des matières particulières va s'accompagner effectivement avec la création de ce qu'on va appeler une charge interne en phosphore, car le phosphore dissous a une forte affinité pour ces phases particulières. Il a d'ailleurs été montré dans une étude de Mavara en 2015 que 12% de la charge globale du phosphore des rivières se trouvait stockée dans les retenues de barrages, et avec le développement des barrages, ce pourcentage pourrait même atteindre 17% à l'horizon 2030. Donc les questions sur lesquelles on s'interroge, c'est quel est le rôle de cette charge interne? Certes, le fait que l'on ait éventuellement
des dépôts et une accumulation de phosphore dans les sédiments peut peut-être en partie expliquer le fait qu'on ait des concentrations en phosphore plus faibles dans les lacs par rapport aux rivières. Par contre, le fait qu'au fil du temps, on ait une diminution de la teneur en phosphore qui est beaucoup plus élevée dans les rivières par rapport à ce que l'on observe dans les plans d'eau, peut être lié justement aussi à cette charge interne, peut-être, avec ce phosphore qui ne reste pas immobilisé dans les sédiments, mais qui peut potentiellement être remobilisé vers la colonne d'eau et maintenir justement aussi ces processus de trophisation. Alors, cette charge interne en phosphore, je voulais donner une petite illustration aussi sur des données que l'on a pu acquérir dans le cadre du projet POMOCED. Donc, comme cela a été dit, on a des surveillances qui sont faites au niveau de la DCE sur l'état des retenues, des plans d'eau. Tous les plans d'eau de plus de 50 hectares, normalement, sont suivis. Donc, il y a une base de données qui collecte un petit peu tout ça, qui est la base NAIAD. Et si on a plus de 370 plans d'eau qui sont répertoriés. Malgré tout, on a pu en fait simplement extraire au niveau d'environ 250 plans d'eau des données concernant le phosphore et avec des concentrations moyennes, là sur les données qui ont été acquises de 2005 à 2018, des concentrations moyennes de 1,45 mg de phosphore par gramme de sédiment. Vous avez sur cette carte une représentation de la variabilité qui peut être observée. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas en Europe de grille de qualité par rapport à la composition des sédiments au regard des teneurs en phosphore. On peut éventuellement faire référence à des données qui avaient été proposées pour l'Ontario en 2008 et qui mettaient en évidence qu'au-delà de 2 mg de phosphore par gramme de sédiment, on avait un milieu altéré. Et là, on voit qu'effectivement, au niveau du Massif central, au niveau des régions Bretagne, on a des teneurs qui dépassent les 1,9 mg de phosphore par gramme de sédiment et donc avec des milieux possiblement altérés, donc même là au niveau de la tête de bassin, au niveau de la Dordogne. Donc les questions auxquelles on s'est intéressé dans nos travaux, c'est de savoir au niveau des sédiments des retenues, quelle est la distribution du phosphore sédimentaire. Si l'on a une variabilité spatiale de cette répartition, quels paramètres la contrôlent. Également, le deuxième type de question, c'est à l'interface au sédiment, quel est le risque de mobilisation du phosphore sédimentaire vers la colonne d'eau? Est-ce que les sédiments jouent un rôle de puits ou un rôle de source de phosphore vers cette colonne d'eau? Dernièrement, donc, on s'est également intéressé à l'évaluation de la contribution des colloïdes dans cette mobilité du phosphore sédimentaire. Et enfin, on essaiera de voir quels facteurs peuvent induire une plus ou moins grande mobilité du phosphore. Alors pour commencer, nous avons travaillé essentiellement là sur la retenue de Champ-Sanglard qui fait partie d'un complexe de 3 barrages dans la Creuse sur la rivière Creuse. Donc ces 3 barrages ont été mis en place dans les années 80. Donc la retenue de Champ-Sanglard est celle qui a la superficie la plus élevée avec une superficie de 55 hectares. Et outre les activités hydroélectriques, on a sur ces retenues des activités de pêche et des activités nautiques, mais malheureusement qui ont été perturbées au cours des dernières années de par des densités de cyanobactéries trop élevées qui ont conduit à des fermetures de baignade. Alors, pour répondre à la première question par rapport à la distribution du phosphore sédimentaire, nous avons procédé à une vingtaine d'échantillonnages le long du complexe de 17 km, à la fois dans des zones de rivières et dans les zones de barrages qui sont représentées en bleu. Ce que l'on a pu constater, c'est que l'on a des concentrations en phosphore dans les sédiments de rivière qui sont beaucoup plus faibles que ce que l'on a pu observer au niveau des sédiments de retenue. Et ce que l'on a pu également mettre en évidence, c'est qu'on a une corrélation inverse entre les concentrations en phosphore et la granulométrie. Avec du coup une concentration, un enrichissement en fait des concentrations en phosphore dans les sédiments de l'amont des retenues vers l'aval à l'approche des barrages. Alors, pour essayer de comprendre quels paramètres pouvaient contrôler cet enrichissement du phosphore au sein des retenues, on a réalisé ce qu'on appelle un fractionnement chimique du phosphore en appliquant sur les sédiments des solutions chimiques avec des réducteurs comme l'ascorbate ou la dithionite, en appliquant des contraintes dans des conditions acides ou basiques qui vont refléter éventuellement donc à quoi le phosphore est associé principalement.
Donc ce qui ressort, c'est que dans nos systèmes, en particulier donc dans les retenues, le phosphore est principalement associé avec la fraction réductible dite ascorbate, représentative du phosphore associé aux oxyhydroxydes de fer et de manganèse amorphes, et donc dans les particules les plus fines. Et donc c'est également ce phénomène-là qui est le principal facteur qui explique l'accumulation du phosphore dans les retenues. Donc suite à cela, on s'est intéressé également, on a vu que le phosphore est associé à différentes fractions et par rapport à ces fractions, c'est, l'objet aussi du projet Pomocède de s'intéresser plus particulièrement à celles qui potentiellement pourraient être remobilisées vers la colonne d'eau le plus, facilement ou dans des contextes par rapport à des pressions physico-chimiques particulières. Dans tous les cas, le phosphore échangeable, ça c'est une fraction normalement qu'on sait qui pourra être facilement remobilisée. Par contre, on a pu voir, elle intervenait pour, sa contribution était très mineure puisqu'elle n'apparaissait même pas sur la diapo précédente. Par contre, effectivement, si l'on applique des conditions réductrices qui peuvent éventuellement être observées comme Jean-François en a parlé là par rapport à une des questions, on peut avoir potentiellement remobilisation de ce phosphore qui serait, que l'on illustre par les traitements que l'on applique avec de l'ascorbate. Enfin, le phosphore associé à la matière organique, de par les processus de minéralisation de la matière organique qui s'opèrent couramment dans les systèmes, pourrait aussi être remobilisable. Dans le cadre du projet Pomocède, justement, donc on veut s'attacher à essayer d'évaluer plus spécifiquement ce phosphore potentiellement mobilisable par rapport au suivi qui aujourd'hui ne concerne que la concentration en phosphore total, en considérant que ce phosphore mobilisable pourrait être plus représentatif du phosphore donc, qui va se retrouver dans la colonne d'eau et qui peut ensuite être potentiellement assimilable par les espèces phytoplanctoniques et les macrophytes. Donc, dans ce complexe de champs sanglards, ce que l'on a mis en avant, c'est que potentiellement ce phosphore mobilisable pouvait représenter jusqu'à 60% du phosphore total, et avec donc ici une contribution majeure de la fraction ascorbate. Donc une fraction potentiellement mobilisable en conditions anoxiques, ce que l'on s'est attaché à contrôler, et effectivement au niveau de suivi que l'on a mené sur ce plan d'eau de champs sanglards, en période estivale, en août 2016, on a pu montrer que si au niveau de l'entrée de la retenue, de la queue de la retenue, on n'a pas d'apparition de conditions anoxiques au fond de la retenue, puisque là vous avez donc l'évolution de la concentration en oxygène dissous en fonction de la profondeur, avec des variations qui peuvent être assez notables quand même à l'échelle de la journée. Dans le milieu de la retenue, par contre, on a développement de conditions anoxiques et un milieu même encore plus réducteur lorsque l'on s'approche des zones qui sont le plus en aval, à proximité du barrage. Donc potentiellement un risque important dans cette retenue de phosphore et en quantité importante, puisqu'on a une quantité importante de phosphore qui est associée aux fractions remobilisables en conditions réductrices. Alors, pour affiner un petit peu ce risque de mobilisation, nous avons essayé de déterminer, on a vu que ces sédiments ont déjà des teneurs importantes en phosphore, environ 1,5 mg de phosphore par gramme de sédiments secs, et jusqu'à 2 quand on s'approche le plus du barrage. On a voulu voir si ces sédiments étaient capables de continuer à piéger du phosphore. Donc pour cela, on a réalisé des isothermes d'adsorption, c'est-à-dire que l'on va mettre du sédiment en contact avec des solutions de phosphate à différentes concentrations, et l'exploitation de ces données va nous permettre à la fois de déterminer cette capacité maximale d'adsorption, mais aussi de déterminer une concentration qu'on note EPC0, qui va être très intéressante, car cette concentration correspond à la concentration seuil en phosphate dans la colonne d'eau, pour laquelle on n'a ni adsorption, c'est-à-dire que les sédiments ne jouent pas le rôle de puits, ni désorption, c'est-à-dire que les sédiments ne jouent pas le rôle de source de phosphore vers le milieu. Donc c'est important de connaître cette concentration EPC0, car ensuite en la comparant aux concentrations en phosphore dans le milieu, on pourra définir si on est dans une situation de sédiment qui joue plutôt le rôle de puits ou plutôt le rôle de source de phosphore.
Donc, ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est que les sédiments étaient toujours capables de piéger du phosphore dans des proportions assez importantes, au-delà d'1 milligramme de phosphore par gramme de sédiment. Cette capacité étant bien plus importante que celle qu'on avait dans les tronçons de rivières, qui avaient déjà au départ donc des concentrations plus faibles et sont capables de continuer à piéger des concentrations finalement très modestes. Et pour la retenue de champs sanglards, donc on a déterminé cette concentration en phosphore, EPC0, de 0,142 de 142 pardon, microgrammes, j'ai une coquille, et 0,142 milligrammes de phosphore par litre. Or, ce que l'on constate par rapport aux surveillances que l'on a faites dans les eaux du fond de la retenue de champs sanglards, c'est qu'on a, quelles que soient les saisons auxquelles on a fait les surveillances, des concentrations en phosphore qui sont toujours là, dans ces cas-là, inférieures à 142 microgrammes par litre de phosphore. Donc, ce qui mettrait en évidence un rôle toujours de source de phosphore. Les sédiments constituent toujours une source de phosphore vers la colonne d'eau. Alors ça peut être variable en fonction des systèmes. Mais il nous semble que c'est un paramètre important lorsqu'on veut effectivement faire un diagnostic sur un plan d'eau. Alors, plus récemment, là, dans le cadre de la thèse de Dieppe-Nguyen, nous nous sommes intéressés à la contribution des colloïdes. En effet, souvent, donc, on va regarder les concentrations en phosphore dissous. Donc, les colloïdes, ce sont des particules qui ont une taille comprise entre 1 nanomètre et 1 micromètre. Donc, on n'est pas dans le particulaire et on est au-delà du dissous qui est en dessous du nanomètre. Et déjà, donc, je ne vais pas détailler, donc on a mis en place un protocole de façon à voir dans quelle mesure on était capable de remobiliser ces colloïdes en suspension par des essais de remise en suspension des sédiments dans l'eau avec un certain ratio quantité de sédiments, quantité de liquide, sous agitation pendant 24 heures. Donc les sédiments qui étaient plutôt au niveau de la queue de la retenue, on a montré qu'on pouvait remobiliser de cette façon-là environ 3,7% du phosphore présent dans le sédiment, mais que ce phosphore était présent à 80% sous forme colloïdale et seulement 20% sous forme dissoute. Et ces proportions sont plus décalées encore lorsqu'on travaille avec les sédiments de la retenue, qui sont à ce moment-là, on a une libération du phosphore par cette mobilisation, par remise en suspension dans l'eau, qui va représenter plus de 4%, et là, plus de 90% du phosphore qui se trouve sous forme colloïdale. Donc, ça nous a amené à regarder aussi justement comment on pouvait avoir, quelle évolution on avait quand on prenait les sédiments aux différentes localisations dans la retenue. Donc de la queue de la retenue, le point 9, vers le barrage, le point 1. Pardon, donc là c'est un petit peu à l'envers, on est d'accord, on va de l'amont du système vers l'aval. Donc on voit que la quantité de phosphore remobilisée, elle va en augmentant. Elle suit finalement la même tendance que l'on avait au niveau de l'évolution. On a une augmentation de la concentration totale en phosphore dans les sédiments, donc une augmentation aussi de cette quantité de phosphore mobilisée. Mais ce que l'on note, c'est que ce phosphore mobilisé, il est principalement sous forme colloïdale et avec une contribution majeure de la fraction de plus grande taille entre 0,2 et 1 micromètre. Donc ça veut dire que cette fraction colloïdale, certes, elle est peut-être moins biodisponible que la concentration de phosphore dissous, mais elle est certainement, a priori, potentiellement biodisponible, et donc il est très important de la prendre en compte, car souvent quand on ne considère que ce qui est dissous, on rate entre guillemets, on va sous-estimer beaucoup la contribution de phosphore potentiellement remobilisée vers la colonne d'eau. Alors, je vais maintenant passer à la dernière partie sur les facteurs qui peuvent être susceptibles d'induire une forte mobilité du phosphore vers la colonne d'eau. On a vu que dans nos systèmes, l'importance du phosphore associé aux fractions mobilisables en conditions réductrices. Donc, on s'est intéressé à l'influence des conditions anoxiques. Et pour cela, on a placé en laboratoire le sédiment dans des conditions successivement d'aérobie, d'anoxie, à nouveau d'aérobie et d'anoxie, cycle que l'on peut observer éventuellement, des alternances que l'on peut observer dans les systèmes. Donc, on voit bien au niveau du suivi du potentiel redox que l'on a ce déploiement de conditions anoxiques dans
dans le système et que l'on a une dynamique du phosphore, comme c'est attendu, qui est inversement corrélée avec celle du potentiel redox. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est déjà d'évaluer ce que ça représente. Au niveau du premier cycle, on mobilise environ 2,6% du phosphore total qui était présent dans les sédiments. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau du second cycle, cette mobilisation est plus importante, qu'elle atteint 3,6% du phosphore présent dans les sédiments. Et également, autre chose qui nous semblait intéressant de relever, c'est que le fait de revenir dans des conditions aérobies ne permet pas de revenir aux concentrations très basses en phosphore dissous que l'on avait dans le surnageant. On maintient finalement une mobilisation du phosphore plus élevée que lors du premier cycle. Alors, on a reconduit cette expérimentation-là en faisant un focus aussi sur en tenant compte de la fraction colloïdale. Et ce que l'on voit là, c'est que le phosphore remobilisé ici va représenter des niveaux beaucoup plus élevés, puisqu'on mobilise éventuellement jusqu'à 40% du phosphore sédimentaire, si l'on considère donc cette contribution des colloïdes qui est donc très très importante, et on a confirmé effectivement, comme on l'avait observé précédemment, que l'on maintient, lorsque l'on revient en conditions aérobies, on maintient malgré tout des teneurs en phosphore très élevées dans la fraction colloïdale et lors de ce second cycle aérobie. Donc ça, en termes de gestion, on voulait le souligner car ça montre effectivement une incidence très importante du passage de ces conditions anoxiques qui fait que même lorsque l'on revient en conditions aérobie, on ne va pas avoir une restauration du milieu à l'identique par rapport aux conditions antérieures à l'anoxie. Le dernier facteur sur lequel on a travaillé, on voulait vous présenter, c'est ce qui concerne les séquences d'alternance de conditions de séchage et de réhumidification, comme ceux-là qui peuvent avoir effectivement, ça a été noté en particulier dans les zones humides, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la mobilisation du phosphore. Et ces séquences, bien, on peut les avoir dans les zones de marnage, au niveau des zones de berge, au niveau de certains plans d'eau, au niveau de certaines retenues. Donc, on a donc réalisé ces mêmes essais de remobilisation, de remise en suspension du phosphore, de façon à regarder la quantité qui était mobilisée donc dans les eaux, en considérant à la fois le phosphore dissous et le phosphore colloïdal. Et ce que l'on constate, c'est que l'on a une mobilité accrue du phosphore au niveau des sédiments quand on procède pour ces essais aux sédiments que l'on a collectés là dans les zones de berge. Et chose importante aussi, c'est que ce phosphore qui est mobilisé d'ailleurs on a des proportions plus importantes de phosphore dissous dont on sait qu'il est facilement biodisponible. Donc au niveau du temps, je ne sais pas où j'en suis, donc je vais maintenant conclure. Donc pour répondre, je vais essayer de répondre aux questions qu'on avait proposées initialement. Donc, au sein du sédiment, on a montré qu'effectivement, il était important de ne pas simplement considérer la concentration en phosphore total, mais aussi le fractionnement du phosphore de façon à mieux apprécier dans quelles conditions ce phosphore sera mobilisable, conditions réductrices, conditions acides, conditions basiques. On a souligné l'intérêt qu'il y avait éventuellement à déterminer cette concentration EPC0 pour laquelle ce qui permettra d'évaluer si les sédiments sont susceptibles de jouer un rôle de source ou de puits de phosphore. Et donc, on insistait sur le rôle de la granulométrie qui fait qu'en général, le phosphore est principalement associé aux particules fines et donc va s'accumuler dans les zones où l'hydrodynamique sera la plus lente. Donc, effectivement, en fonction des positions dans lesquelles on va faire l'échantillonnage, on aura bien évidemment une réponse différente au niveau de l'évaluation du niveau de phosphore dans les retenues. Maintenant, par rapport à ce que l'on a observé sur les mécanismes au niveau de l'interface eau-sédiment, donc on tient à souligner l'importance de la prise en compte de cette fraction colloïdale qui est souvent pas considérée et qui conduit à très probablement des fois sous-estimer cette mobilisation du phosphore des sédiments vers la colonne d'eau. Concernant les facteurs susceptibles de favoriser cette remobilisation du phosphore vers la colonne d'eau, donc
On a souligné en particulier dans nos travaux donc l'importance des conditions anoxiques qui induisent, donc ça c'est bien connu, une remobilisation importante du phosphore dans la fraction dissoute, mais également par rapport à ce que l'on a mis en évidence dans la fraction colloïdale et le fait que l'on maintient aussi une mobilisation du phosphore, même lorsque l'on revient à des conditions oxiques. Donc d'où l'importance d'éviter tant que possible le développement de ces conditions anoxiques pour limiter ces transferts de phosphore des sédiments vers la colonne d'eau. Et enfin, donc, ce dernier phénomène qui peut être majoré observé dans les zones de marnage sur les séquences de séchage réhumidification alternée qui peuvent conduire donc à une remobilisation du phosphore vers la colonne d'eau. Et ça, effectivement, en termes de gestion, ça veut dire qu'effectivement, il sera important de contrôler les teneurs en phosphore dans ces zones où on a un important marnage, qui pourraient être des sources importantes de phosphore qui n'étaient peut-être pas toujours considérées. Voilà, alors je ne sais pas où j'en suis au niveau timing. Je vous remercie de votre attention et donc maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, on a une première question de Benjamin Legrand qui demande si quand on parle de grammes par gramme de sédiment, est-ce que tu peux préciser si c'est des valeurs moyennes ou des valeurs de référence? Et est-ce qu'il s'agit de la masse fraîche ou de la masse sèche? Alors, c'est de la masse sèche, pardon. Oui, ce sont des concentrations en masse sèche. Donc là, alors je ne sais pas après à quoi il faisait référence, si c'était plus pour les données que j'ai présentées, donc j'ai donné en général sur la retenue de Champ-Sanglard leur localisation, ou sinon quand je parlais de valeurs moyennes, c'était des valeurs moyennes sur les retenues de barrage et ou des valeurs moyennes sur les zones de rivière. Et par rapport au projet Pomocède, là j'ai donné des valeurs au niveau de la carte, c'était par rapport à ce que l'on a extrait de la base de données Naiad. Ok. Donc une autre question un peu plus générale sur comment diminuer la concentration en phosphore dans les sédiments. Quelles sont les mesures de gestion à adopter? Alors, on a toujours des mesures éventuellement curatives ou préventives. Si on ne veut pas être curatif, il va falloir, entre guillemets, attendre éventuellement qu'on ait cet épuisement qui s'opère petit à petit, mais qui va prendre des délais, c'est là où on est un petit peu en difficulté pour répondre aux gestionnaires, à savoir combien de temps il va falloir pour qu'éventuellement, si on a effectivement des sédiments, là comme dans l'exemple que je donnais, qui jouent un rôle de source, qui vont être remobilisés vers la colonne d'eau, au bout d'un certain temps, malgré tout, on va voir à ce moment-là sans doute un appauvrissement des sédiments en phosphore et peut-être du coup une restauration donc de la qualité des eaux. Ce qu'on peut considérer par ailleurs, c'est qu'on a une arrivée continue, assez régulière de phosphore qui se fait via les sédiments des rivières. Petit à petit, on va avoir un enfouissement éventuellement de ces sédiments plus concentrés, dans la mesure où on a moins de phosphore dans les rivières petit à petit, donc on devrait amener des sédiments qui seront moins riches en phosphore, et peut-être donc ça aussi devrait contribuer à diminuer cette charge interne en phosphore disponible vers la colonne d'eau. Sinon, c'est vrai qu'il y a eu des techniques curatives qui ont été testées, par exemple avec l'application de sel d'aluminium ou du lantane. Alors c'est vrai que là par contre, le problème, Jean-François dans ses présentations en parle souvent, c'est vrai qu'on joue un petit peu avec le feu, on a des effets dominos aussi des fois. Donc moi j'aurais il y a eu des retours d'expérience, je crois que c'est l'agence Rhône Méditerranée Corse en 2014 qui avait fait un bilan de tous les panels de solutions qui avaient pu être testés avec des retours d'expérience qui ont pu être positifs ou négatifs. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il n'existe de toute façon pas de solution miracle. Il y a des solutions au cas par cas où l'application de sel d'aluminium a pu fonctionner. Dans certains cas, l'application de chaulage aussi. Mais il faut être quand même très très prudent sur ces solutions curatives qui sont à chaque fois du cas par cas en fonction du contexte de la retenue. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup.